Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Vincent qu'on ne présente plus, donc qui est psychologue clinicien et spécialiste du TOC, qui me reçoit aujourd'hui dans son cabinet pour une vidéo qui est assez attendue, puisqu'on va parler du rôle de l'entourage dans le cadre du TOC, de la prise en charge du TOC. Bon, je précise qu'on a déjà fait une vidéo par le passé avec Alexandre de Connor, je ne sais pas si tu le connais, donc cette vidéo va venir enrichir, compléter ce qu'on a déjà pu dire. Donc, en guise d'introduction, ce qu'on peut dire, déjà, c'est évidemment, va se référer, comme pour les précédentes vidéos, à ce livre que Vincent, tu as coécrit avec Anne-Hélène Claire et avec d'autres personnes, à cet autre livre dont on a déjà parlé qui s'appelle Vivre avec un TOC et s'en libérer. On mettra les références. Et donc, il y a des choses sur le rôle de l'entourage dans ces livres qui pourront enrichir là aussi ce qu'on pourra dire. Le constat qu'on peut dresser, c'est globalement, c'est des chiffres qui sont dans le livre, il n'y a que 20% des malades de TOC qui considèrent ce qu'ils ont comme une véritable maladie. Ouais. Un premier chiffre. Pour ce qui concerne l'entourage, ça monte un petit peu à 24%. Donc il y a 24% des proches de malades qui considèrent le TOC comme un trouble psychique. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable méconnaissance du sujet. Donc cette vidéo va essayer d'y remédier. Or, ce qu'on peut dire aussi, c'est que 80% des gens qui accompagnent voilà, des malades de TOC affirment qu'il y a une véritable altération de la qualité de vie. Voilà, il y a un stress, une frustration, parfois une dépression pour les proches, donc c'est un vrai problème. Et on sait aussi que ce qu'on appelle l'accommodation familiale est un facteur de maintien du TOC. On sait même, je crois, le chiffre que j'ai en tête, c'est que l'accommodation familiale est responsable de 40% des échecs en TCC, ce qui n'est pas négligeable, essentiellement par deux comportements extrêmes et qui peuvent parfois coexister dans une même situation. C'est le rejet de la personne qui a un TOC, la brutalisation verbale essentiellement. Je crois que c'est 82% des cas, ce qui est beaucoup. Et l'autre extrême, c'est au contraire de rentrer dans le TOC de la personne. Et là, selon les études, ça varie de 57 à 88%. Donc, c'est un vrai sujet. Je suis très content que tu acceptes d'en parler avec moi. Et donc, face à ça, qu'est-ce que peut faire l'entourage? Qu'est-ce que doit faire l'entourage de quelqu'un qui a un TOC? Et peut-être la première question, c'est, et c'est une partie à part entière du livre, qu'est-ce qu'un malade de TOC attend de son entourage? Alors ça c'est un peu compliqué parce que tu l'as dit tout à l'heure, la majorité des patients n'ont pas compris qu'ils avaient un trouble. Il y en a qui pensent que c'est leur identité profonde, d'autres que c'est un vrai débat, d'autres qu'il y a vraiment du sida partout, d'autres que vraiment ils peuvent être cambriolés, d'autres que... Enfin tout ce que tu veux, mais c'est pas fondamentalement acquis que c'est un trouble psy. Donc si tu pars du principe que ça n'est pas un trouble psy, forcément tu vas manquer de recul. Et la famille pense souvent que c'est du caprice, que c'est un manque de confiance en soi, que c'est un manque d'investissement dans les études, c'est des peurs qui servent à rien. Ils n'ont pas compris que c'était un diagnostic non plus. Donc si la personne ne se sent pas malade et que la famille pense par exemple que c'est un caprice, c'est extrêmement explosif. Et c'est-à-dire c'est la guerre civile à la maison. Et on a souvent cette idée aussi, par exemple il a, souvent avec les adolescents, il a pas de toc à l'école, il en a plein à la maison. Donc c'est pour nous faire chier. Tu vois, moi j'ai déjà vu comme ça des parents assumer totalement mettre des claques à leur enfant. J'ai déjà eu un patient qui m'a dit que son père lui collait des claques et qu'un jour il lui a dit je te laisse à l'hôpital. Il l'a pris en voiture, il l'a laissé à l'hôpital en disant je veux plus de mon fils, récupérez-le. Tu dis mais ok mais ça va trop loin quoi. Mais parce que fondamentalement moi j'avais reçu le père avait décrété que c'était une tentative d'attirer l'attention. On avait beau lui expliquer que c'était un trouble, pour lui le trouble c'est un peu comme il y a la mode des bipolaires ou la mode de ce que tu veux. Non c'est qu'on a inventé ça pour vendre des médicaments et pour tolérer les enfants pas éduqués. Ce à quoi je lui ai répondu, c'est vous qui êtes responsable de l'éducation de votre gamin. Donc visiblement, vous n'avez pas réussi. Surtout quand le gamin il répète, il répète, il répète. Mais tout comme aussi qu'il y aurait cette idée que c'est pour attirer plus de privilèges. Or, le gamin, quand il passe la soirée à se laver les mains, il n'a pas plus joué à la PlayStation, tu vois. Donc on se demande où est le privilège. Donc en effet, c'est important de bien garder en tête que c'est une maladie. Petit 2, ce qui est très important aussi, et là où les statistiques sont compliquées, c'est que les patients aimeraient plus de soutien familial, mais il y a des patients qui veulent aussi qu'on ne se mêle pas de leur vie. Et quand moi je reçois les gens en salle d'attente et qu'il y a quelqu'un de la famille qui est là, je dis est-ce que vous voulez que je vous reçoive à plusieurs? Souvent il y a des patients qui sont très contents qu'un membre de la famille participe parce que en effet ça va éviter les attitudes négatives à la maison puis ça va permettre d'avoir un co-thérapeute. Puis surtout si la personne elle est informée, il y a moins de tension et d'autres qui ne veulent strictement pas qu'on soit au courant. Et c'est pas dépendant de la thématique, hein, c'est pas j'ai peur d'être pédophile ou peur de poignarder mes enfants donc j'ai pas envie que ma femme soit au courant, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on pénètre leur jardin intime. Donc du coup ça va aussi rendre les choses très compliquées parce que la famille est éjectée de la prise en charge.
Il y a des patients qui sont accompagnés par leur famille chez le psychiatre pour les médicaments, qui sont au courant des traitements, des doses par jour, d'autres qui ne veulent pas que la famille soit au courant. Donc finalement, j'ai envie de te dire, la famille, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Soit la famille propose son soutien et ça peut être vécu comme une intrusion, soit la famille attend que le malade demande de l'aide et ça peut être vécu comme un abandon. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc moi, j'ai tendance à dire aux patients, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui avez le mode d'emploi. C'est à partir de vos demandes que nous, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais n'attendez pas que la famille devine qu'elle devrait se renseigner et participer aux consultations et faire office de cothérapeute. Donc, il faut quand même aussi déblayer l'idée. En fait, si tu préfères, il y a deux choses. Il ne faut pas accuser les patients de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Il ne faut pas accuser les familles de s'en foutre. Il faut évidemment que tout le monde simplement se réunisse en disant qu'est-ce qu'on fait qui soit de l'ordre du bon sens. Est-ce que du coup le bon chemin, puisque tu dis qu'il y a des malades qui refusent que la famille rentre dans son intimité, le bon chemin c'est quand même de convaincre le malade que la famille peut être une vraie aide et à l'inverse si elle est exclue, un facteur de maintien. Ouais. Ton travail de thérapeute est d'essayer de convaincre que... Bah, tu dis convaincre, c'est déjà un voilà. terme qui est compliqué parce que convaincre, ça sous-entendrait que la personne n'est pas d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce qui lui paraît pertinent. Si je dois la convaincre, c'est que j'ai fait un peu renvoyer à la poubelle tout ce qu'elle m'a dit. Mm. Tu vois, moi, je suis un peu dans l'idée que quelqu'un qui dit par exemple non, je veux pas parce que mes parents ils vont être sur mon dos, ils vont me fliquer, puis après ils vont me dire ah, t'as bien fait des résultats, tu prends bien tes médicaments et pourquoi tu bois de l'alcool? Ok, là tu sens qu'il n'y a pas que des tocs, il y a aussi une famille qui est rigide et qui est directive. Et souvent, tu vois avec certains parents, les tocs, ça devient un peu l'excuse pour des familles dirigistes, des parents anxieux, d'être 100% sur la tête de leur enfant. Tu sais qu'il y a certaines mamans, pas beaucoup, hein, mais il y a certaines mamans, dès qu'elles ont un enfant malade, ça y est, elles existent. Donc la maladie ou la scolarité, ça va leur prendre toute la semaine. Si le gamin commence à avoir des bonnes notes, qu'il est moins malade, il y a des mamans qui se retrouvent désœuvrées. Je parle surtout des mamans parce que souvent les papas ils sont très extérieurs à ça. Donc là tu peux comprendre que l'adolescent ne veuille strictement pas que les parents fassent partie de la thérapie. Ouais. Parce qu'ils ont déjà senti, indépendamment du TOC, peut-être même avant d'être malade de TOC, que les parents étaient trop présents. Ok. Donc là, je peux comprendre tout à fait. Moi, je serais le premier à dire aux parents, ok, je vous fais un topo, où vous savez, tant que j'ai pas besoin de vous, ne venez pas. Il y a des parents qui s'invitent systématiquement à chaque rendez-vous. En fait, je sais même pas qui vont venir. Parfois, ce sont même des parents, des patients qui sont majeurs. J'apprends qu'ils veulent les 10 dernières minutes. Donc moi, je suis obligé de calculer, on est en train de faire des trucs. Moi, j'ai besoin des 10 dernières minutes. Bah non, je dois briefer les parents, qui vont bien évidemment me dire plein de trucs que soit on a déjà dit avant, parce que le patient ne ment pas, soit que le patient avait oublié de me dire et puis il faut répondre. Parce que tu vas pas laisser parler les parents 10 minutes, puis dire ok et les dégager. Tu dois après répondre, sauf que tu as le patient d'après. Donc tout ce système est un peu compliqué parce que là, le patient et le thérapeute doivent suivre les demandes de la famille. Et désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça doit être décidé en début de séance, en accord avec le patient, et puis surtout avec l'accord du thérapeute. Ouais. On ne doit pas abandonner la famille, mais la famille doit comprendre aussi que c'est nous qui décidons ce qui se passe dans la séance. Et tu as aussi des patients qui ne veulent strictement pas informer la famille. La famille, il est complètement aux abonnés absents. Tu as des familles parfois un peu en désarroi qui ont récupéré ton email, qui t'informent que le patient ne prend pas ses médicaments, qui boit de l'alcool, qu'il a passé 2 heures sous la douche, ce dont tu n'es pas au courant, qui leur demande de laver tous les vêtements 3 fois par jour, parce que bien évidemment le patient ne t'a pas dit. Et pourquoi la famille n'est pas invitée? Parce que le patient ne veut surtout pas que tu sois au courant, parce que sinon tu vas intervenir et tu vas leur retirer tous ces filets de sécurité. Conclusion, c'est relativement vite compliqué. Moi, je veux juste qu'on soit en bonne intelligence. Ok. Mais dans ce dernier cas qui est très compliqué, du coup tu apprends par la famille que en fait, le patient et comment on gère ce cas-là parce qu'on voit de ce que tu viens de dire que c'est extrêmement complexe. C'est un sujet qui est très compliqué, le rôle de l'entourage dans le TOC, c'est au cas par cas et en bonne intelligence, mais on voit quand même que c'est un vrai sujet. Ah Quoi, oui, que c'est tu très peux pas... compliqué parce que tu ne peux pas ne pas répondre à la famille, mais alors si c'est un adolescent, de toute façon, tu reçois la famille parce qu'ils sont les responsables légaux, mais quand le patient il a 25 ou 30 ans, très honnêtement, la famille n'a pas de droit de regard sur la thérapie. Donc soit ils envoient un email et ils court-circuitent le patient et ça va de toute façon finir en pugilat, soit ils n'envoient pas d'email et tu n'es pas au courant. Mais bon, au bout d'un moment, la thérapie elle va commencer à stagner et tu vas de toute façon dire au patient il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire venir votre femme pour vous m'expliquer 2, 3 informations? Donc que tu le saches dès le début ou que tu le saches après, ça va juste décaler le moment où ça va péter quoi. D'accord, Mais de d'accord. toute façon on est obligé de composer avec ça. Maintenant j'ai abdiqué sur l'idée qu'il y aurait une grille de lecture à mettre en amont. Maintenant je me laisse un peu porter et on verra bien ce qui se passera. Mais tu peux pas décemment dire à un patient voilà votre femme m'a envoyé un mail. Voilà, c'est très compliqué. C'est Ouais, très ouais, très compliqué. très compliqué. Mais en effet, tu as toujours cette notion que soit le patient est fliqué, soit la famille est désarmée. Et tu ne pourras pas esquiver ce genre de truc. Bon, en tout cas, on voit bien, là, on a appréhendé un peu la complexité Et je me permets, du cas. Ouais. et c'est absolument normal qu'un patient n'ait pas envie d'être fliqué.
Mais il doit quand même comprendre que entre le flicage et l'abandon total, il y a sûrement un moyen de réunir la famille, de papoter. Et les familles en ont marre d'être désarmées, mais elles doivent aussi comprendre que le patient n'a pas, strictement pas envie, qu'il puisse y avoir des attitudes comme on coupe l'eau chaude, on tape à la porte, donc tu as tapé à la porte, je dois tout recommencer depuis le début. Parce que les familles ont souvent, parfois, pour certaines familles, vraiment l'impression que ce qu'elles font est pertinent. Mm. Et non, parfois, c'est pas du tout pertinent. Donc, conclusion, plutôt que chacun se radicalise, on propose une grande réunion d'information, et suite à cette réunion d'information, on regarde comment chacun peut se positionner. Ça ne mange pas de pain d'aller chercher de l'information. Ça, c'est donc au début de la prise en charge. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément parce que tu ne sais pas fondamentalement ce qui se passe en début de prise en charge. Moi, simplement, je leur dis, ce serait bien au bout d'un moment que vous puissiez poser des questions et qu'on dégonfle un peu le truc. Mm. Mais ça ne vous engage à rien. Ça vous engage à rien. Mais enfin, il y a peut-être pas de réponse, mais le schéma, toi, que tu vises en tant que thérapeute, c'est d'associer l'entourage avec l'accord et selon les modalités que le patient est prêt à accepter. C'est ça le schéma, toi, qui te paraît idéal ou le plus confortable en tant que thérapeute? Avec les adolescents, généralement, je préfère que les parents soient là. Peut-être pas alors, au début, oui, pendant l'entretien d'anamnèse, oui, parce que le gamin dit pas tout, il est un petit peu impressionné ou il est un peu timide. Et les parents ont plein d'informations, notamment les médicaments, les parcours, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, l'enfant ne maîtrise pas. Quant à des adultes, bah, moi, je préfère faire venir l'entourage quand ils m'informent dans l'entretien d'anamnèse qu'ils demandent, par exemple, à l'entourage de prendre une douche intégrale. Là, je leur dis, bah, désolé, il va falloir que je reçoive votre mari pour qu'on décide tous ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas décemment imposer à votre mari une douche, ou alors de dire que les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas le droit de vous embrasser parce que vous devez vous relaver les joues. Il y a un moment, désolé, vos enfants n'ont pas à payer les pots cassés de ça. Donc il va falloir qu'on mette en place quelque chose. Donc faites venir le mari, ou une patiente qui me dit que son mari est constamment en train de la critiquer. Ok, on va faire venir le mari, mais encore faut-il que le patient m'en parle. Parce que moi, je ne vais pas fondamentalement deviner qu'il peut y avoir l'entourage derrière qui a des bonnes attitudes ou des mauvaises attitudes. Ouais, okay. Alors, maintenant qu'on a adressé, qu'on a permis d'appréhender la complexité de cette thématique, dans le livre, vous recensez les enjeux qui se posent au niveau de l'entourage. C'est même un chapitre qui est dédié aux proches. Et la première thématique, c'est ce que vous appelez le contrat comportemental. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, comment ça se met en place et quels objectifs? Le contrat comportemental, c'est tu vas décider avec le patient et son entourage de qu'est-ce qu'on garde pour l'instant comme aide. Par exemple, j'ai besoin que mes parents me lavent les interrupteurs et les poignées de porte au moins une fois par semaine. Ok. Si c'est une angoisse qui est faible, on va demander au patient est-ce que vous accepteriez soit de le faire vous-même et vos parents ne s'en occupent plus, ou alors d'accepter que vos parents peut-être le fassent non pas toutes les semaines mais toutes les 2 semaines, ou passer de tous les jours à tous les 2 jours, parce que vos parents ils en ont marre. Petit 1, ça vous empêche de faire des expositions. Petit 2, bah, vous ne pouvez pas dédramatiser quelque chose que vous ne touchez pas. Puis petit 3, bah, vous voulez vous économiser, mais ce n'est pas à vos parents de passer une demi-heure tous les jours à faire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous serez d'accord qu'on fasse? Soit c'est modéré, c'est tolérable, et le patient dit oui, et la famille a le droit fondamental de dire bah non, tu t'étais engagé dans le bureau du psychologue, tu nous as donné l'autorisation qu'on ne le fasse plus, donc désolé, on ne le fait plus, c'était ton engagement. Soit en effet on a décrété que c'était trop dur, et la famille continue à laver les interrupteurs jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on a décrété que pour l'instant c'était trop dur. Ça veut dire qu'on arrête d'aider le patient sur des exercices qu'il peut clairement faire, et on continue, on lui met pas la pression, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, tu fais une thérapie, or tu es en train de laver, on lui fout la paix sur les étapes qui ne sont toujours pas à l'ordre du jour en thérapie. Mais il faut qu'au moins que tout le monde soit au courant. Et le patient doit s'engager à ne plus demander d'aide sur ces choses-là. Ça peut être aussi le nombre de réassurances au téléphone, ou de combien de fois on fait répéter maman. Par exemple, tu dois me dire bonne nuit, mais tu dois me regarder dans les yeux. Et parce que si tu tournes la tête, je dois répéter 4 fois. Normalement, les parents, ils n'ont pas 2 heures avant d'aller au lit. Donc, on met en place le contrat comportemental où, comme ça, tout le monde est d'accord. Personne ne se sent dans l'obligation, personne ne se sent floué. Et on liste tout, et absolument tout. L'objectif, on ne l'a pas dit, mais qui est trivial, c'est évidemment de réduire la participation de l'entourage et mettre en place une TCC de façon plus sereine, où l'entourage, au lieu de devenir, d'aggraver le TOC, devient facilitant. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui pose problème avec le rôle de l'entourage, c'est qu'à partir du moment où l'entourage participe au rituel, c'est-à-dire répond aux questions, lave, fait des vérifications à ta place, en fait, il y a une partie qu'on ne peut pas soigner, parce que ce n'est pas tes comportements, ce sont les comportements de la famille. Donc, par exemple, quelqu'un dira ah non, moi j'ai pas de problème avec la porte. Bon, bah, c'est super, on va pas le travailler. Puis 2 mois après, tu apprends que cette personne n'a pas de problème avec la porte parce qu'elle a demandé à son mari de partir 10 minutes après elle. On ne pourra jamais le travailler. Donc, comme elle n'en souffre pas, elle n'en parle pas. Tant que le mari sera là, c'est un exercice qu'on ne peut pas travailler en thérapie. On ne peut pas faire de décalage, de toute façon, elle part avant. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on fait.
Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est nécessaire qu'on en parle. Le petit 2, c'est que ton cerveau ne peut pas, euh, à partir du moment où tu t'exposes pas et que tu évites, j'ai l'impression que le cerveau se dit, ok, quand tu touches un objet et que tu laves les mains, tu sous-entends qu'un lavage de main, ça permet de te sauver la peau. Quand tu évites un objet, tu sous-entends que même un lavage de main, ça ne pourra pas te sauver la peau. Donc le danger, il grimpe. Donc quelqu'un qui fait des évitements et qui utilise sa famille aura des tocs beaucoup plus violents, c'est-à-dire que l'anxiété sera beaucoup plus intense, des tocs beaucoup plus longs avant de retomber, beaucoup plus d'obsession. Tous les symptômes vont être augmentés puisque l'évitement est pire que le rituel. Les patients, ils en ont tellement marre de faire des rituels qui délèguent les rituels à la famille et ils mettent en place des évitements par économie d'énergie. On le comprend, à un moment, il y en a marre de faire 2 heures de douche. Je le comprends tout à fait. Mais un évitement sera toujours pire au niveau du cerveau. C'est un apprentissage très puissant pour le cerveau. Donc les symptômes très vite vont gonfler et après tu vas te piéger. Tu vas très clairement te piéger. Très important parce que c'est un élément qui n'est pas si connu que Mm. ça. En général, les évitements sont considérés comme une sous-catégorie Ben oui. en termes de gravité, alors qu'en fait, c'est le contraire. Pour moi, C'est- pour ouais. moi bah, dans beaucoup de bouquins français, on ne parle que des rituels et on dit au bout d'un moment, faites attention aux évitements, prenez-les en note, mais parfois c'est juste une ligne dans un chapitre. Moi, je pars du principe que les évitements, c'est pire que les rituels, en effet. Tu ne peux pas reprogrammer ce à quoi tu ne t'exposes pas. Non, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui a une phobie des chiens et qui évite totalement les chiens, tu ne pourras jamais faire une thérapie. Donc, on a parlé du contrat comportemental. Donc tout le monde va se poser, on va Ouais. se poser en discussion collaborative. Personne n'est là pour outer l'autre, personne n'est là pour agresser l'autre. On discute. On prend en compte l'épuisement de la famille, on prend en compte la difficulté du patient et on s'arrange, on fait de la négociation tranquillou. Ça n'est qu'une question d'étape, de semaine en semaine, de mois en mois, avant qu'on arrive à faire sauter tout. Mais un patient ne pourra pas évoluer s'il a clairement l'impression que la marche elle est trop élevée. Il faut qu'il ait l'impression que l'exercice est faisable. Puis parfois, quand ça fait des années que ça dure, franchement, on n'est plus à 2 3 mois près sur un lavage d'interrupteur ou une machine à laver. Donc c'est hyper important que tout le monde se sente écouté. Bien Et sûr. qu'on n'ait pas l'impression quand on rentre à la maison que ce qu'on va faire dans 2 heures n'est pas ce qui a été décidé dans le bureau du psy. Alors, prenons le cas, on se met d'accord sur un contrat comportemental, on arrive à la maison, il n'y a plus le thérapeute, et là on sait que c'est là que ça peut devenir difficile, qu'il peut y avoir des crises de violence. Comment est-ce qu'on gère les expositions quand on est à la maison? Voilà, on a mis en place le contrat, comment ça se passe? Alors, il y a l'exposition qui va générer de l'anxiété, il y a l'exposition qui va générer des larmes, de la fureur, des coups, des insultes. Si c'est une question d'anxiété, il y a 2 choses à voir. Soit ça ne fonctionne strictement pas, et ce qui a été décidé dans le bureau était trop dur. Ok, au prochain rendez-vous, on fera un exercice qui est plus simple. Et est-ce que l'entourage doit pousser, encourager la Alors, personne? Parce que, on va y revenir. Soit en effet l'exercice est trop dur et on a tapé trop fort, il faut clairement baisser. Soit le patient n'a pas envie d'être mal, c'est juste il est allergique aux émotions et il faut évidemment qu'on mette ça à jour et qu'on dise bah écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour votre famille vous rappelle que si vous voulez guérir et vous voulez pas être malade pendant encore 20 ou 30 ans, vous devez accepter aussi d'avoir une certaine émotion désagréable et que votre patient vous rappelle, fais attention, ce qui a été dit en truc, c'est ta sérotonine, c'est ton cerveau, c'est ton préfrontal. N'oublie pas, ça fait longtemps que ça dure, qui rappelle la psychoéducation, voilà, voilà. qui rappelle ce qui avait été dit en rendez-vous, qui fasse un peu un écho. Le patient a dit ça, la famille lui rappelle ce qu'il a dit. Simplement pour le remettre dans le bon contexte. Faut pas qu'on oublie pourquoi on fait tout ça. On avait une bonne idée de départ. C'est pas de la culpabilisation, c'est pas une critique, c'est juste n'oublie pas pourquoi tu fais tout ça. Au cas où ça se serait un peu effacé de ton cerveau. Ça, c'est sur le problème d'anxiété. Mais à nouveau, est-ce que c'est une intolérance à l'anxiété? Est-ce que c'est l'exercice qui est trop dur? Ou est-ce que simplement ils sont tombés sur un truc qui n'était pas du tout prévu? Mm. Par exemple, tu dois toucher une poignée de porte, puis d'un seul coup, tu as un SDF qui arrive, qui s'est bavé dessus. Non, c'est pas du tout le bon exercice par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, il ne faut pas calquer, voilà, il faut rester strictement sur ce qui était défini Tout à dans le fait. contrat Tout à fait. comportemental. Et comment, des questions difficiles, comment tu fais la différence entre l'exercice est trop dur et une intolérance à l'inconfort, mais qui au fond est faisable en... Compliqué. Si Ouais. l'exercice est trop dur, de toute façon, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Tu vas sentir dans ton ventre que c'est violent. L'intolérance à l'émotion, ce sont des patients qui, même sur des exercices relativement simples, ne tolèrent rien. Généralement, ce ne sont pas des gens qui décuplent les rituels, ce sont des gens qui décuplent les évitements. On va leur dire au bout d'un moment, ok, on peut faire plus bas, mais soyons très clairs, il y a un moment, si vous me dites que tous vos exercices sont à 9 de difficulté sur 10, on ne va pas s'en sortir. Il y a forcément des exercices qui sont à 3. Bah oui, mais il y a eu tellement d'évitements pendant des années qu'on ne va pas s'en sortir. Ok, mais si vous avez le droit de ritualiser, là on revient à ça. Si je vous donne le droit de ritualiser, est-ce comment on peut arrêter l'évitement? Vous voulez rien toucher dans la rue, mais néanmoins vous prenez une douche en rentrant, puisque vos évitements ne servent à rien dans la rue, puisque vous prenez quand même une douche. Faites pas sauter les évitements dans la rue. Au moins vous ne prendrez pas une douche pour rien.
Et là, ils se rendront compte peut-être en effet que c'est beaucoup plus accessible. L'autre point qui est très important aussi, c'est que la famille doit surtout pas décréter à la place du patient quand est-ce qu'on fait l'exercice. Il y a des jours, le patient, il n'a pas envie. Il y a des jours, le patient, il a fait trop de trucs. On dit en TCC, il faut faire des exercices tous les jours, au moins 1 heure à 2 heures. Mais on n'est pas à la place du patient. Il y a des patients, je leur dis tous les jours, vous devez toucher des trucs sales et vous contaminer. Tu les revois 2 semaines après, ils sont censés l'avoir fait 15 fois, ils l'ont fait 3 fois. C'est sûr que 3 fois, c'est pas 15. Mais les patients, ils ont des trucs à gérer. Ils ont plein de trucs à gérer. Donc, ils n'ont pas forcément le temps d'insérer tout le temps des exercices. Il y en a qui sont hyper scolaires, qui vont faire 3 exercices par jour. Tu leur dis 15 fois, ils vont faire 15 fois. Puis d'autres, si tu arrives à obtenir la moitié, c'est déjà pas mal. Mais à nouveau, quand tu le prescris dans ton bureau, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la vie du patient. Donc, tu as souvent les familles qui disent après, oui, bah, pourquoi tu dis pas à Monsieur Tribou, bah, il a fait que 3 fois à la place de 5. À nouveau, je comprends ce que me dit la famille. Mais on n'est pas là pour outer le patient. On n'est pas là pour faire des coups comme ça au patient. Ce serait plus simple de dire, bah, raconte au thérapeute comment ça s'est passé. Et le gamin m'aurait dit, oui, j'ai fait l'exercice, mais pas tous les jours. Et c'est bien, je pense. On voit souvent les gamins, ils regardent leurs parents comme ça, mais j'allais le dire de toute façon. Tu vois? Donc c'est ça qui est toujours compliqué. Il faut que ce soit vraiment en collaboration. L'idée, mais il ne faut pas que tu mentes au thérapeute. Laissons la séance se faire tranquillement. Il y a un moment, on va être au courant. Il ne faut pas d'entrée de jeu au bout des 2 minutes, comme ça, balancer le truc, comme si on était au tribunal et on dit ah, il a volé dans un magasin. Tu vois? Et justement, en lisant le bouquin, ça c'est aussi quelque chose qui revient de manière très forte, c'est le climat qui doit accompagner cet accompagnement. C'est toujours dans la bienveillance, dans la valorisation des efforts qui ont été faits et surtout pas dans Ouais. la critique de ce qui n'a Tu pas fais été pas ce fait. qu'il faut, t'es pas motivé, tu nous prends en otage, nanana, tout ça, on sait que ça marche pas. Il y a des études qui ont montré que quand on fait ça, on augmente le stress. Quand on reproche, Quand on fait des ouais, critiques, quand on fait des critiques sur la personne et sur son implication, on augmente le stress. Le stress augmente la puissance des tocs. C'est que la personne va repartir sur une boucle. Les obsessions vont monter, l'angoisse va monter, les rituels vont repartir. Et on sent qu'après, il y a une rupture de confiance. C'est que les patients sont complètement démotivés. Ils se sentent des gros nuls. Voire même, ils vont avoir l'impression que de toute façon, si on leur dit qu'ils sont nuls, c'est qu'ils sont réellement nuls. Ils vont plus faire d'efforts. Ils vont rentrer et se vautrer à l'intérieur des symptômes. Donc ça, on a une ribambelle d'études, des critiques négatives renforcent la maladie. La coup de pied au cul thérapie n'a jamais fonctionné. Le soutien, t'en es capable, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi ce que tu as déjà fait, c'est faisable, etc. Ça fonctionne. La personne, elle est motivée. Et quand ça marche pas, on dit, bah, écoute, ça marche pas, c'est pas grave, on le marque dans un coin, on en reparlera. Voilà, c'est neutre, c'est factuel. On est responsable de rien. Et sur la question de l'agressivité, de l'irritabilité, ça c'est un peu compliqué. Parce que soit en effet l'exercice est trop dur et la personne est tellement mal qu'elle se met en colère qu'on lui impose une telle souffrance, bah ok, on va baisser l'exercice. Soit il y a des personnes en effet qui se mettent en colère parce que simplement ça va permettre de tenir un peu par les couilles de la famille, au niveau des rituels et de l'évitement. Et ça, désolé, c'est pas tolérable. c'est-à-dire que c'est l'arme pour refuser l'obstacle, quoi. C'est l'arme pour empêcher la famille de récupérer son espace de liberté. Et ça n'est pas tolérable. Le fait qu'on soit malade ne donne pas le droit de hurler sur sa mère parce qu'elle est passée à ça du linge. Déjà, c'est maman qui a lavé le linge, c'est maman qui l'a sorti. On a exigé qu'elle se lave les mains à l'alcool à 90, qu'elle mette l'alcool à 90 sur la semelle du fer à passer, qu'elle passe à l'alcool à 90 les fils du séchoir. Et en plus, quand elle est passée à côté 2 heures après sans faire attention, elle se fait pourrir. Pourquoi? Parce qu'elle a tout recontaminé. Mais c'est elle qui a tout lavé, c'est pas toi. Donc si encore tu avais passé 4 heures à tout laver, je pourrais comprendre que tu sois énervé que ta mère ait flingué tes 4 heures de rituel, mais c'est elle qui les a lavés. Donc on va lui dire gentiment, maman je suis désolé, est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut tous les remettre à la machine à laver? Mais lui hurler dessus comme quoi elle nous fait souffrir? Non, à partir du moment où les parents rentrent dans les accommodements, je suis désolé, on ne peut pas leur hurler dessus. Mais ça, il faut qu'on en reparle très clairement. Dans le contrat comportemental, qu'est-ce qu'on met en place? Et que les parents disent au bout d'un moment, moi je veux bien t'aider, mais par contre je ne supporte pas que tu me parles mal. Parce que ça n'est pas tolérable. Et c'est pas inhérent au TOC. Il y a plein de patients qui ont des TOC et qui ne parlent pas mal à leur entourage. Évidemment, tu as le droit d'être malade, mais tu n'as pas le droit de mal me parler. Alors, justement, on a parlé du contrat comportemental. On l'a mis en place à un moment, à un instant T de la prise en charge. Est-ce que en tant que thérapeute, tu fais des points tous les X semaines, tous les X mois pour justement vérifier que ça se passe bien avec tout le monde? C'est souvent les adolescents qui viennent avec la famille. De toute façon, à chaque séance, on doit reprendre ce qui s'est passé. Je demande à l'adolescent qu'est-ce qui s'est passé et vous qu'est-ce que vous en pensez. Je demande aux parents et on regarde un peu. Parfois ils sont pas d'accord. Mais non, mais vous voyez vous voyez que les symptômes que je continue à faire. Vous voyez pas tous ceux que j'ai fait Ouais. sauter. Et on reparle tranquillement. On est en collaboration. Je dis toujours à l'adolescent, n'oublie pas que tes parents ils sont là pour t'aider. Et je dis aux parents, n'oubliez pas, il y a plein de trucs que vous ne voyez pas. Vous ne voyez que ce qu'ils continuent à faire. Les symptômes qui ont sauté, forcément vous ne les voyez pas. Donc n'oubliez pas d'être dans l'encouragement.
Un autre truc qui est important aussi quand il y a de l'irritabilité, méfiance aussi avec certains membres de l'entourage, parfois les frères et sœurs quand ils sont petits, tu sais, t'en as un qui a 8 ans qui a des tocs, le frère de 11 ans qui est à côté, qui fait exprès de mettre des traces de doigts partout, qui fait exprès de lécher l'interrupteur, machin, juste pour emmerder son frère qui est malade. Faut pas s'étonner après qu'il y ait de l'irritabilité. Mais on a en effet des adolescents qui vont hurler sur leurs parents parce qu'ils n'ont pas dit bonne nuit 3 fois de suite. Et là, l'adolescent, il passe en force. Et ça peut être bien évidemment que le thérapeute dise désolé que tu sois malade, ne te donne pas le droit de hurler sur tes parents pour qu'ils s'abaissent à faire des rituels. Désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tu as aussi des attitudes qui sont pas tolérables. Par exemple, des gens qui vont décréter bah moi, mon fils, quand il va faire caca, il a 10 feuilles de papier cul. Pourquoi 10? Ah non, on en a marre de payer le papier cul, d'ailleurs, on va lui retirer de son argent de poche. Faut pas s'étonner que le gamin il pète un boulon. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Là, tu reviens à la coup de pied au cul thérapie. Je peux comprendre qu'ils en aient marre de voir le gamin 2 heures sous la douche, que eux-mêmes ne puissent pas prendre une douche avant 1 heure du matin, que toute la famille soit en train d'attendre, qu'ils soient en retard au repas, qui prennent une consommation de papier cul, de gel douche phénoménale. Je peux le comprendre. Néanmoins, dire à un gamin, tu vas aux toilettes avec 10 feuilles de papier cul, personne ne fait ça. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est infantilisant, c'est extrêmement dévalorisant. Puis quand le gamin il est bloqué, ah bah non, débrouille-toi. Ouais. Ouais, ça marche pas. Et le fait qu'on en ait ras-le-bol ne doit pas justifier les attitudes de maltraitance. Des deux côtés. La maladie ne justifie pas d'être maltraitant, et le fait d'en avoir marre de la maladie de l'autre ne justifie pas la maltraitance. Je le comprends, mais ça marche pas. Ça ne marche strictement pas. Admettons que le contrat thérapeutique soit mis en place, il peut arriver qu'il y ait des crises d'angoisse du patient pendant un exercice d'exposition. On peut imaginer panique de l'entourage qui sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise d'angoisse du patient au moment de faire un exercice qui s'inscrit dans le Au moment avant l'exercice ou pendant l'exercice? Pendant l'exercice. Ouais, avant ou pendant. Avant l'exercice. Tu as une crise d'angoisse avant l'exercice. C'est soit que l'exercice n'est pas celui qu'on a prévu, soit que la personne a une idée, c'est que j'ai tellement peur d'être angoissé. En fait, si je suis angoissé, je ne veux pas faire l'exercice. Tu penses bien que le TOC fait exprès de t'angoisser pour que tu ne fasses pas l'exercice. Par exemple, dans les TOC de contamination, où tu dois te contaminer intégralement, bien évidemment que 100% des patients vont être angoissés à l'idée de faire l'exercice. L'angoisse d'anticipation, c'est pas ce qui va avoir lieu dans ton corps une fois que l'exercice sera fait. Si tu fais le CVV correctement, l'angoisse est censée s'arrêter totalement. En revanche, elle est censée être là avant, mécaniquement. Par anticipation. Ouais, par anticipation. Mais là, on ne peut pas dire que c'est la contamination puisque tu n'es pas encore contaminé. Donc, il faut faire la différence entre l'angoisse d'anticipation où ton cerveau t'envoie de l'angoisse pour t'empêcher de faire l'exercice, parce qu'il ne faudrait pas que ça fonctionne, et l'autre côté, l'angoisse post-exposition, qui, désolé, n'est pas censée arriver. Si tu as une angoisse après l'exercice, c'est pas normal. Soit l'exercice est trop dur, mais ça, on aurait dû s'en rendre compte pendant la séance, soit c'est que l'exercice n'a pas été fait correctement. C'est-à-dire que tu as contaminé tes mains, et t'as pas fait cheveux, visage, vêtements. Et comme les mains sont dangereuses pour le corps, faut pas s'étonner que l'angoisse turbine. Donc là où le proche peut avoir un intérêt, c'est de regarder si soit l'exercice est trop dur, soit en effet l'exercice n'a pas été fait correctement. C'est-à-dire dépêche-toi de contaminer tes cheveux. Non mais te rends compte, n'oublie pas, comme on t'a dit en rendez-vous, tant que t'as pas contaminé tes cheveux, ton visage et tes vêtements, l'angoisse ne redescendra pas. Dépêche-toi de le faire. Mais là, le proche répète ce qui a été dit en séance parce qu'il a repéré que c'était pas le protocole. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'en effet, on tombe sur un truc trop dur. On avait décidé qu'on touchait les interrupteurs, et là, par contre, on a touché les interrupteurs, mais on a vu quelqu'un qui avait un pansement, et quelqu'un qui a un pansement, désolé, c'est beaucoup plus dur qu'un simple interrupteur. On force pas, on dit ok, l'exercice est plus dur que prévu, on arrête. Et là, le rituel, il est autorisé, on a le droit de faire un rituel. Et toujours sans culpabiliser le malade. C'est trop dur, c'est trop dur, de toute façon, ça sert à rien de culpabiliser, ça ne fonctionne pas. Le troisième truc, c'est que si ça s'est pas bien passé, ok, on va faire un rituel, une petite pause et demain, on regardera si on peut faire un peu différemment. C'est pas foutu jusqu'au prochain rendez-vous dans 1 semaine ou 2. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que ceci, cela? Et on réarrange. Et demain, on reste pas sur un échec. On refait pour voir si subitement ça va mieux fonctionner. Il y a des exercices parfois qui sont hyper durs les 3 premiers jours et qui se cassent la gueule comme ça au fur et à mesure naturellement. Donc il faut débriefer. Est-ce que c'est le protocole? Est-ce que c'est l'exercice qui est trop dur? Est-ce qu'on peut refaire demain pour pas terminer sur un échec? Ça, c'est la crise d'angoisse. Ouais. Et alors, si on va un cran au-dessus, on sait que ça arrive, on entend des témoignages en ce sens en groupe de parole, difficultés extrêmes et menaces de suicide. Ouais. Comment on gère ça quand on est un proche et on peut imaginer le niveau d'angoisse et de peur que ça peut générer chez les proches. Menace de suicide ou pourquoi tu m'imposes ça, tu me fais souffrir et compagnie. De mon expérience. Okay. Alors déjà, dans les études, on sait que les patients qui souffrent de TOC peuvent aussi souffrir de dépression. Et ils peuvent aussi avoir des idées suicidaires. Ça, c'est la partie dépressive. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont des planifications suicidaires.
De mon expérience, les patients qui ont des TOC ne se suicident pas parce qu'ils font des crises d'angoisse. Ils peuvent faire de la dépression parce que leur vie est pourrie. C'est que toute la journée ils font des rituels, ça fait 20 ans que ça dure, leur vie est devenue tellement insatisfaisante que la dépression provoque qu'ils ont envie de se suicider. Mais ça, c'est pas dû à une crise de TOC parce que là, ils ont été contaminés. Généralement, le rituel est amplement suffisant pour pouvoir se calmer. Les patients qui, là, disent aux proches, si tu fais pas ce que je te demande, je vais me suicider, c'est toujours un chantage pour faire craquer la famille. Pour les tenir par les couilles. Toujours. Et généralement, comme je te disais à la pause, parce qu'on a coupé la vidéo, on a fait un petit montage, ils ne font pas ça dans le bureau du psychiatre ou du psychologue. C'est que sur le même exercice, à la bizarrement, ça fonctionne. Donc quand ils sont en face de quelqu'un qui est très gentil, très tendre, très flexible, et que le patient sait que la famille a peur du suicide, ça devient l'argument massu pour tuer totalement le fait que la famille va arrêter de faire les rituels. Ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté ou c'est de la manipulation, c'est-à-dire que quand on est vraiment mal, on peut sortir des phrases comme ça. Des trucs qu'on ne sortirait, mais des trucs qu'on ne sortirait strictement pas dans notre état normal. Il ne faut pas dire que la personne est manipulatrice. Quand la personne n'a pas d'angoisse, ça ne lui viendrait pas l'idée de dire un truc comme ça. Et je pense qu'elle culpabilise de dire des trucs comme ça. Mais en tout cas, si elle ne le fait pas dans le bureau du psychologue ou du psychiatre, c'est que c'est vraiment dépendant de la trop grande gentillesse de la famille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le reprend dans le contrat comportemental. Ok, vous avez vraiment des velléités suicidaires? Ça, c'est avec le thérapeute, là. Ouais, dans le bureau, mais devant la famille, vous avez réellement des velléités suicidaires ou, soyons clairs, vous faites ça parce que vous n'avez pas envie de vous taper une montée d'angoisse et parce que vous en avez marre que votre famille refuse de faire vos rituels. Si le patient te dit non, c'est un fait, c'est pour essayer d'empêcher ma famille de s'extraire du rituel, ok, on le met dans le contrat comportemental. À partir d'aujourd'hui, les menaces suicidaires ne sont plus prises en compte. Et on demande au patient de le marquer. Je sous-signé, Raphaël Blo, atteste que les menaces suicidaires sont une tentative de faire craquer mon entourage. Et on donne le droit à la famille de dire désolé, tu l'as marqué, on ne veut plus en entendre parler. On fait ce qui a été dit, à savoir les exercices. Et si réellement la personne dit oui, j'ai vraiment des velléités suicidaires, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un autre diagnostic à côté, de la dépression, un trouble bipolaire, autre chose, un TDAH, un trouble borderline, et on décide à ce moment-là, on dit au patient du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous attendez de vos proches? Ils vous foutent la paix? Ils font les rituels? Ou ils appellent les pompiers? Ou ils vous amènent aux urgences psychiatriques? Parce que là, on ne peut pas laisser la famille démunie. Il faut que le patient donne ses doléances. Et les doléances, c'est lui qui les fixe. Ah ben on appelle les pompiers. Eh ben, très bien, on appelle les pompiers. Et c'est marqué dans le contrat comportemental. Mais moi, généralement, c'est rarissime. Oui, c'est vraiment rarissime. Autant chez les bipolaires, les borderline et compagnie, il y a un vrai risque suicidaire que, soyons clairs, chez les TOC, le risque suicidaire, il est faible. Et souvent, quand il est dans les statistiques, c'est qu'il y a un autre diagnostic à côté, dépression ou autre, qui provoque que quand l'émotion est trop forte, et pas que les TOC, n'importe quelle émotion est trop forte, ils ont envie de se suicider. Mais il va falloir au bout d'un moment qu'on soit quand même d'accord sur ce qu'on fait. Parce que si le patient veut faire une thérapie, qu'on veut faciliter la vie de la famille, mais qu'en même temps, il y a ce risque suicidaire dans les pattes tous les jours, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est du vrai? Et qu'est-ce qu'on met en place? Et ça, le patient, c'est au patient de nous dire ce qu'il veut qu'on fasse. Très bien. Ça, c'est important. Mais pareil pour l'agressivité, pareil pour les insultes. Ça n'est pas tolérable dans le cadre de... la famille est là pour aider, elle n'est pas censée se faire insulter. Il y a un autre cas qui sort un petit peu, là on n'est pas encore dans le contrat comportemental, mais c'est un cas qu'on voit énormément, et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça, c'est je vis avec un proche qui est dans le déni, qui ne veut pas se faire soigner, qui n'admet pas qu'il a des TOC, et avec qui la discussion n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là, quand on est un proche, qu'on subit le TOC au quotidien, mais qu'on se heurte à un mur? Alors, on va faire la différence entre les adolescents et les adultes. Les adolescents et certains adultes ont vraiment cette idée déjà qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. La mégalo de base, ça n'est pas vrai. On n'a jamais vu quelqu'un s'en sortir tout seul. Parce qu'en plus, les gens qui disent ça, oh, t'inquiète, je vais m'en sortir tout seul, je sais ce que je suis censé faire, ils ne sont même pas allés voir dans Internet les exercices. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un TOC. Il y a zéro information. Ça, c'est de la mégalo typique des ados. Ça les emmerde de s'en occuper. Et puis en plus, la famille souvent prend part au rituel. Donc le gamin, il envoie tout beauté en touche. Non, t'inquiète, je gère. Ok, ils sont même pas informés de quoi que ce soit. Certains adultes peuvent dire ça aussi. Maintenant, dans tous les cas, quand c'est pas de la mégalo, c'est toujours pareil. C'est toujours quasiment des patients dont la famille fait des rituels. Toujours. Je n'ai jamais vu un patient faisant du déni qui n'était pas quelqu'un qui était assisté à entre 50 et 80% par la famille. Un premier exemple, un gamin qui a pas, je sais pas, 10 ans, il ne veut pas faire les exercices. Moi, je vois les parents me le ramènent vers 18h en sortant de l'école. Le père tient le cartable. Puis moi, un jour, je dis, mais pourquoi vous tenez le cartable? Ah non, le cartable est contaminant, donc mon gamin ne veut pas le toucher. Je dis, bah, forcément qu'il ne fera pas de thérapie puisque vous faites tout.
c'est vous qui lavez les trucs, il fait ses devoirs dans le salon, il ne veut pas contaminer sa chambre, il ne veut pas toucher le pot de mayonnaise, il a un deuxième pot de mayonnaise, il a sa chaise que personne ne touche. En fait, toute la famille s'est organisée pour que le gamin soit pas anxieux. Pourquoi voudrais-tu qu'il se farcisse une thérapie? Bah non, il va falloir que les parents disent ok, on ne t'oblige à rien, mais par contre, nous, on se rétracte. Si tu veux pas prendre ton cartable, on le laisse par terre. Mais pas par contre, je ne prends pas ta place. Donc là, on refait le contrat comportemental. On dit au gamin, désolé, tu ne veux pas faire les exercices, ne les fais pas. Mais par contre, tes parents doivent être libérés de certaines contraintes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le gamin va avoir de plus en plus d'angoisse et il va devoir prendre des décisions. Pareil pour les adolescents, les mamans qui font le repas, qui le mettent dans un tupper, qui restent pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que le gamin vienne manger à 23 heures. Non, il va falloir dire au gamin, écoute, le plat est prêt, nous on va se coucher. Ah bah tiens, on veut aller au cinéma, tu veux nous accompagner au cinéma? Ah, tu dois prendre ta douche. Ok, on va décaler à la séance d'après. Non. Si tu veux venir au cinéma, on part à 11 heures. Le gamin, il n'a pas terminé. C'est pas de la punition. Bon bah écoute, mon chéri, on part au cinéma, à plus tard. Mais si on l'attend, si même vos amis vous attendent en voiture le temps que vous terminiez votre douche, on va pas s'en sortir. Comme les patients qui font des attaques de panique, ils sont accompagnés dans le métro par leurs amis. Ils sont capables d'appeler à l'autre bout de Paris une copine qui va faire le trajet aller, venir les chercher, les amener dans le bar, les ramener, retourner chez elle. Tu ne pourras jamais travailler sur ton symptôme, il est complètement encadré et il y a l'airbag. Il faut faire De la sauter famille. l'airbag. Toujours. Dans le déni, c'est toujours pareil. Je me rappelle d'un monsieur comme ça qui a imposé à toute sa famille des lavages de mains. Personne ne doit venir à la maison. Vous prenez des douches, vous lavez les objets. Et la femme avait tellement peur que son mari aille mal qu'elle disait oui à tout. Puis évidemment, la gamine que j'avais en thérapie me dit, moi j'en ai marre, je peux rien faire. Donc on a dit quoi? J'ai convoqué le papa, j'ai convoqué la femme, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Et le mari disait ah non, mais il n'est pas question qu'il y ait de la contamination qui rentre à la maison. J'ai dit mais vous ne pouvez pas prendre en otage votre femme et vos enfants. Oui, mais non. J'ai dit monsieur, vous ne pouvez pas prendre en otage votre femme et vos enfants. Vous n'avez pas à leur imposer ça. Donc il va falloir qu'il y ait une prise de décision. Alors lui, il ne voulait pas de contrat comportemental. Niet. Zéro. Sa femme venait dans son dos pour demander qu'est-ce qu'on faisait. Je dis bah écoutez, vous allez arrêter de faire vos rituels. Oui, mais il va monter en puissance. Il est capable de vous frapper? Non, je pense pas. Il est capable de pousser des gueulantes, de ne plus m'adresser la parole, de ne plus m'embrasser, enfin même de dormir dans une autre pièce pour me le faire payer, quitter le lit conjugal, mais il ne me frappera pas. Ok, très bien. Elle a commencé à dire je ne veux plus prendre de douche le soir. Tu te démerdes, je veux plus. Il voulait plus l'embrasser, il dormait dans une autre pièce, il ne lui tenait plus la main dans la rue. C'est devenu la guerre civile. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à aller dormir dans le bureau, qui est devenu sa nouvelle pièce à lui, et il ne prenait plus les repas à table. Alors on peut dire ok, c'est une aggravation. Oui, c'est une aggravation parce qu'on voit l'ampleur de ce qui se passe quand c'est la famille qui doit porter sur ses épaules la maladie du proche. Mais la famille ne peut pas vivre en prison parce que le proche estime que c'est normal que la famille souffre. À la limite, désolé, il vit dans son bureau, mais il faut que la femme et les enfants aient une vie normale. Alors, dans tous les cas qu'on décrit, que ce soit pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, là, qui a un cas grave, en fait, le malade ne voulant pas se faire soigner, ça part de l'entourage. En fait, l'initiative thérapeutique part de l'entourage. La famille veut protéger la personne malade, commence à mettre en place des évitements. Il y a des chaises, il y a 2 canapés. Tu as ton repas avec ton pot de moutarde, ton pot de cornichon. On lave la télécommande à ta place. J'avais un patient aussi pareil. Il voulait pas qu'on ouvre les portes, donc on lui ouvrait les portes où il sortait par la fenêtre. Il était au rez-de-chaussée. La fenêtre était constamment ouverte, donc il passe par la fenêtre. Zéro problème. Il n'avait pas d'angoisse. Ah, parce que tout le monde Tout était organisé. S'il n'allait pas bien, les parents pouvaient lui acheter un nouveau canapé. Entièrement neuf, parce qu'il ne peut pas contaminer l'ancien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc à un moment, on met en place le contrat comportemental. Ne faites pas les exercices. Auprès de l'entourage. C'est pas le malade ne voulant pas venir. En fait, c'est l'entourage qui vient consulter. Là, le gamin était OK pour venir, mais si le gamin ne veut pas venir, on dit à la famille, écoutez, vous allez commencer à informer, tu fais ce que tu veux, tu passes autant de temps que tu veux sous la douche, tu utilises autant de gel douche que tu veux, tu te lèves à 14 heures si tu veux, mais on ne t'attend plus pour les repas, on ne t'attend plus pour sortir, tu vis ta vie. Nous, ça ne nous intéresse plus. Ce qui veut bien dire qu'en fait, tu vois l'entourage. Tu ne vois, là, dans ce genre de cas de déni, tu vois l'entourage, et en fait, tu sors l'entourage progressivement, j'imagine, et après, on met le malade en confrontation avec... On dit à l'entourage, vous ne faites pas des provocations. Vous sortez de la maladie, mais vous ne faites pas de provocation. Tu vois, je vais faire exprès de contaminer. Non, vous ne forcez pas la personne à faire des exercices. Elle vit sa vie comme elle l'entend. Par contre, elle n'a plus le droit de déteindre sur la vôtre. Oui, mais on fait comment pour les horaires de douche et compagnie? Vous n'allez pas taper à la porte pendant des heures. Vous allez exiger que de telle heure à telle heure, désolé, vous devez partir au boulot. Mais il vit sa vie comme il le veut, mais il ne doit plus vous embêter sur la vôtre. Puis là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comme la famille va commencer à s'éloigner,
bah, le patient pourra plus se reposer sur eux. Donc soit il augmente les évitements, il va souffrir et on peut espérer qu'il y ait une demande de soins, ou qu'il aille voir un Il y a une psychiatre. prise de conscience. Voilà. Ou alors les rituels vont être tellement longs qu'on va se rendre compte que sa maladie est grave, il va peut-être avoir une demande de soins. Mais on a des parents, par exemple, ça fait des années qui sont complètement sortis des rituels de leur fils. Leur fils s'est aggravé, parce que sa vie est devenue beaucoup plus compliquée depuis que papa et maman ne sont plus derrière. Par contre, il n'a toujours pas de demande de soins. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Et en beau lui dire 50 fois par jour, c'est des tocs, plus tu lui en parles, plus il est énervé. Lui donner un bouquin, lui donner des photocopies d'internet, plus tu lui en parles, plus il est énervé. Il ne veut pas s'en occuper. Il dit, je suis déjà au courant. La majorité des patients ne sont pas au courant. Ils n'ont rien lu du tout. Donc il y a les mamans, elles essaient constamment de mettre ce bouquin-là sur la table du salon. Je dis, arrêtez, ça ne marche pas. Ça, c'est votre angoisse à vous. Ouais, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir à 20 ans? C'est son problème. C'est son problème. Le père, il a très bien compris. Le père, il a dit, il se démerde intégralement. Comme ça, au moins, il y a moins de conflits, tu vois. Ouais, au moins, il y a sûr. moins de conflits. Et finalement, la seule manière, c'est de sortir l'entourage progressivement et sans provocation et d'espérer, enfin d'attendre que ça génère une prise de conscience À cause de l'augmentation des symptômes et que le patient se retrouve confronté à la réalité de ces rituels. Et il y a un exemple dans le bouquin, je crois que c'est le restaurant, ça revient au cinéma, on a réservé à 12h30, ah ben non, il faut que je prenne ma douche, et ben très bien, ben, tu nous rejoins, et en fait c'est le patient qui arrive avec 3/4 d'heure de retard et qui va mesurer le côté handicapant de son TOC et qui c'est intéressant. Un autre point qui est très important, tu demandais aussi qu'est-ce qu'on fait pour le travail. À partir du moment où les gens au travail savent que tu as des TOC, le tabou, la gêne saute. Un patient qui a 2-3 lavages de mains parce qu'il a peur de se faire griller par ses collègues, le jour où les collègues sont au courant qu'il a des TOC, il va passer à 50 lavages de mains. Pourquoi? Parce que les collègues diront, ah mais c'est normal, il a des TOC. Et en fait, ça fait sauter une inhibition dans ton cerveau, puisque personne ne te jugera. Tu vas avoir subitement beaucoup plus de choses contaminantes au boulot. Moi, une patiente, elle m'avait dit, avant, à part certains trucs, je me lavais les mains en cachette. Dès que mes collègues ont été au courant, elle m'a dit, il y avait des choses qui n'étaient pas contaminantes. 2 jours après, elles sont devenues subitement contaminantes. Ça libère, ça ouvre les vannes. Le TOC en profite. Donc, il a démultiplié le lavage de mains. Et là, c'est foutu. Donc, il ne faut surtout pas que l'entourage professionnels soit au courant, parce que le côté ah oui mais moi j'en ai marre de vivre dans le tabou, je le comprends. Le problème c'est pour avoir encore plus de TOC, on n'est pas gagnant. Ouais. Il faut que ça mène à quelque chose de concret. Tout à fait. Nous ce qu'on conseille c'est évidemment d'orienter vers l'AFTOC ou mais bon, c'est des cas qui sont difficiles, peut-être encore plus difficiles. Maintenant la conclusion de tout ça, on le dira jamais assez, les patients ne font pas exprès d'être malades, la famille ne fait pas exprès de rien comprendre. Le patient doit s'informer. Il ne peut pas non plus se dire ah bah c'est à ma famille de s'informer, moi j'ai pas envie d'aller dans internet. La famille doit s'informer. Le patient doit montrer son implication. Il doit accepter que la famille récupère son espace de liberté. La famille doit accepter pendant quelque temps que le patient va mettre peut-être quelque temps à leur libérer de l'espace. Il faut un contrat en collaboration. Pas de critique négative, des encouragements. Quand c'est trop dur, on essaie de comprendre pourquoi c'est trop dur. Ça a raté, on refait gentiment demain, mais pas d'agressivité. Okay. Il y a une dernière partie qui est dans le bouquin, c'est la prise en compte de l'épuisement des proches. On sait que c'est même j'imagine dans le cadre d'un contrat thérapeutique qui se passe bien, ça peut être long, les exercices peuvent pas toujours se faire dans de bonnes conditions. Concrètement, c'est quoi la prise en compte de l'épuisement des proches? Alors, la prise en compte de l'épuisement des proches, on n'en parle pas. Okay, quand ce bouquin est sorti la première fois en 2005, moi j'avais eu Christophe de Montfaucon, que nous saluons, oui. Qui avait proposé qu'on rajoute un cahier d'accompagnement à la fin, qui était en PDF pour les gens de l'AFTOC. Et nous, on l'a rajouté. On a demandé à l'éditeur de le rajouter. Et pour que ce livret d'accompagnement pour les patients et les proches soit parfait, Christophe de Montfaucon avait réuni des patients et leurs familles dans une salle, je ne sais plus trop où. Et on avait refait toutes les formulations. Et on parlait des patients. Et évidemment, il y avait une maman qui avait levé la main et qui a dit « C'est bien gentil ce que vous racontez, mais vous ne parlez pas des proches. » Enfin, il n'y a pas que les patients qui souffrent. Elle dit « Moi, ma fille, je n'en peux plus. Je la porte à bout de bras, je lave, je vais la récupérer, je vérifie. Elle m'appelle à 6h du matin, elle fait des crises d'angoisse à 23h. Moi aussi, j'existe. » Et là, je me suis dit « Ok, moi, je devais avoir 29 ou 30 ans à l'époque. » Et je me suis dit « Oui, c'est vrai. Tiens, j'avais complètement zappé qu'on met tellement la lumière, le projecteur sur le patient que dit la famille, elle est là pour suivre et elle se tait. La famille, elle n'a pas signé pour ça. Donc, on s'est dit « Ok, il faut qu'on rajoute un truc sur l'épuisement des proches. » À savoir que l'idée que comme la personne est malade et que les liens du sang, les liens affectifs sont sacrés, elle doit accepter et se taire, non, ça n'est pas entendable. Parce que cette aide doit se faire avec une notion de respect, de réciprocité. Le patient doit remercier sa famille de l'aider,
La famille doit adapter son aide au patient, c'est pas aller plus vite que la musique, ne pas le critiquer, ne pas le juger, ne pas lui imposer des exercices trop durs. Et il faut que cette famille ait le droit aussi de partir en vacances. Il y a des moments, bah désolé, j'ai pas envie de te gérer. Il y a un moment, je suis désolé, tu peux plus me téléphoner à 6 heures du matin pour vérifier la porte, prends des photos. Moi, je veux plus. Tu peux pas me téléphoner, ah bah tiens, est-ce que tu peux tout décontaminer? Je comprends que c'est dur pour toi. Alors, s'il y a du sang par terre, je veux bien, mais maintenant, quand il y a des suppositions, je suis plus d'accord. Et ça rentre à nouveau dans le contrat comportemental. Mais il faut que les parents partent du principe que quand ils se rétractent, non, le patient ne va pas se suicider. Il ne va pas se suicider. Comment il faisait quelques années auparavant? Il en a tellement marre de ces rituels qu'il a commencé à déraper sur la famille. Mais normalement, avant, il était censé faire des rituels. Il va falloir que la famille, on tombe tous d'accord, on ne peut plus utiliser la famille jusqu'à épuisement. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand on a expliqué, si le patient a bien compris, qu'à partir du moment où il utilise sa famille, le niveau de confort va durer quelques temps, le TOC va gonfler, et tout le confort qu'il a récupéré en demandant de l'aide à la famille, le TOC va gonfler, ça va être encore pire. Donc j'en ai marre de vérifier la porte, j'ai demandé à mon mari de le faire, ça va être cool pendant un mois, puis après mon cerveau m'a demandé de questionner mon mari s'il avait bien vérifié la porte. Et après, quand je lui fais pas confiance, je suis à côté de lui pendant qu'il vérifie la porte. Voire même, je prends des photos en même temps. C'était censé vous aider et réduire les tocs, pas les augmenter. Ça ne tient jamais des trucs comme ça. Ça ne tient jamais. Donc la famille est épuisée, la famille a le droit d'en avoir marre, la famille a le droit de dire désolé, moi je veux bien t'aider, mais c'est aussi à mes conditions. C'est donnant-donnant. Ok. Il faut vraiment que ce soit donnant-donnant. Parce que tout le monde est en la collaboration contre la maladie. Ah ouais. Il n'y a pas un martyr et quelqu'un qui se sacrifie. Ouais, c'est pour ça que la notion de contrat, je trouvais extrêmement parlante. Et c'est très bien qu'on ait pu le rappeler. Je ne sais pas si c'était un mot de la fin. On arrive au terme de ce qu'on voulait se dire, mais grosso modo, mais c'est plutôt Mot un de la message fin, d'espoir. il faut Ouais. communiquer avec intelligence, il ne faut pas s'agresser. Personne n'est plus victime que l'autre. Tout le monde douille. Le patient douille parce qu'il a des symptômes et la famille douille parce qu'elle est impuissante, elle est inquiète. Et c'est elle qui doit prendre rendez-vous chez les médecins, être sûre qu'il n'y a pas de souci, emmener en voiture et compagnie. Et moi, j'ai souvent vu des adolescents qui ont trouvé un peu normal que les parents se tapent 2 heures ou 3 heures de bagnole, gèrent les rendez-vous, crachent du fric au motif que ce sont mes parents. Mais attends, on n'est pas en train de parler de PlayStation, on est en train de parler d'une implication. Et j'aimerais voir aussi la tienne. Mm. Mais tout comme on peut voir des adolescents nickel chrome et des parents qui nous rabâchent et la scolarité, la scolarité, la scolarité, vous nous faites chier avec la scolarité. Là, pour l'instant, il y a un TOC. On n'en a rien à foutre de la prochaine dissertation. Mais le bac arrive bientôt. Mais vous savez, moi, je ne vais pas sortir de ma poche une technique mieux que celle que je vous ai proposée la semaine dernière. Il n'y a pas des techniques pour soigner et des techniques pour soigner dans le vue du bac. Hein. Et là, il faut vraiment que les parents, ils se calment aussi au bout d'un moment. On est en psychiatrie. Ouais, On est en psychiatrie. Il faut tout dégonfler, mais avec gentillesse. Là, Ouais. là, on est entre nous deux, on fait un peu bruit de décoffrage, mais il faut une communication sympa, en collaboration, et que tout le monde tombe d'accord sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, main dans la main. Pas, on se regarde pas en chien de faïence, on s'attaque et on est dans une forme d'amertume. Main dans la main, mais ça veut dire une implication de tout le monde. Dans un climat de bienveillance qu'on Ce essaie qui veut de dire vivre. aussi que les thérapeutes doivent faire l'effort de recevoir les familles et de parler de psychoéducation. Et pas de dire, moi je ne reçois que le patient, la famille c'est dehors. Dans une maladie comme les TOC, ça me paraît aberrant qu'on n'ait même pas reçu la famille d'un adolescent. C'est beaucoup, enfin, c'est assez rare. Hein. Ce qu'on constate, c'est que tout le monde, tous les thérapeutes ne reçoivent pas la famille et c'est important que tu le dises. Alexandre Leconnor l'avait dit, on remettra le lien vers sa vidéo. Bah, merci Vincent. Je t'en prie. On va aborder un autre sujet dans une autre vidéo tout à l'heure. Merci.